C'était un chasseur bimoteur conçu pour la marine des États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale. Le Grumman F-7F Tiger IV, il a été conçu pour opérer à partir de porte-avions de grande taille, comme ceux de la classe Midway, et il était trop grand pour opérer à partir de porte-avions plus anciens ou plus petits. Cet avion représentait un saut technologique en termes de vitesse, de puissance de feu et de capacité opérationnelle. Son histoire est un cas typique d'un aéronef arrivé trop tard pour la guerre pour laquelle il avait été conçu. Voici l'histoire que nous allons découvrir dans une nouvelle vidéo de l'Aéropédie de monde de l'aviation. Le développement du F-7F a commencé en 1941 lorsque la marine des États-Unis recherchait un chasseur lourd à longue portée et à puissance de feu supérieure. Grumman, déjà expérimenté dans la construction d'avions navals robustes comme le F-6F Hellcat, a créé un design qui combinait deux moteurs Pratt & Whitney R2800 Double Wasp, ce qui lui donnait une vitesse impressionnante de plus de 700 km/h supérieure à celle de nombreux chasseurs monomoteurs de l'époque. Il était basé sur le précédent Grumman XP-50, un projet qui a été annulé en pleine Seconde Guerre mondiale, mais ensuite la compagnie a développé le XP-65 pour un futur concept de chasseur d'escorte de convoi. L'objectif de la compagnie était de produire un chasseur qui surpasserait en performance et en armement tous les avions de combat existants et qui aurait une capacité secondaire d'attaque au sol. En 1943, le travail sur le XP-65 a été abandonné au profit d'un design qui deviendrait le F-7F. Les performances du prototype et de l'avion de production initial ont répondu aux attentes. Le F-7F était l'un des chasseurs à moteur à piston les plus rapides, avec une vitesse maximale nettement supérieure à celle des avions monomoteurs de l'US Navy. Il était par exemple presque 120 km/h plus rapide qu'un F-6F Hellcat. Il avait également une puissance de feu assez importante avec 4 canons de 20 mm et 4 mitrailleuses supplémentaires de calibre 50. Cette vitesse et puissance de feu impliquaient un poids élevé et une vitesse d'atterrissage importante, ce qui a fait que cet avion a échoué au test d'aptitude pour les porte-avions, en plus de sa mauvaise stabilité directionnelle avec un seul moteur en fonctionnement. Pour cette raison, la série de production initiale a été utilisée uniquement depuis des bases terrestres par le corps des Marines des États-Unis, qui l'utilisaient comme chasseur de nuit avec des radars APS-6. La première variante de production fut le monoplace F-7F-NN et après le 34e avion de production, un deuxième siège fut ajouté pour un opérateur radar. Et ces avions furent désignés F-7F-2N. Une deuxième version de production fut le F-7F-3 modifié pour corriger les problèmes qui avaient empêché l'avion d'être accepté pour les porte-avions. Et cette version fut à nouveau testée sur l'USS Shangri-La. Une défaillance de l'aile, lors de l'atterrissage, fit également que cette version ne soit pas acceptée une nouvelle fois pour les porte-avions. Ces variantes ont été produites en version de chasse de jour, de chasse de nuit et de reconnaissance photographique. La production finale fut le F-7F-4N avec une grande refonte pour obtenir une plus grande résistance et stabilité. Et celui-ci fut effectivement le premier à réussir la qualification pour atterrir sur porte-avions, mais seulement 2 exemplaires furent construits. Le Tiger IV a été fabriqué trop tard pour remplir le rôle prévu pendant la Seconde Guerre mondiale. Cependant, les premiers modèles sont entrés en service dans le théâtre du Pacifique avant la fin de la guerre. Un escadron de reconnaissance photographique du corps des Marines était équipé de ces avions. Il est arrivé sur l'île de Guam en juin 1945 et a été rapidement transféré à Okinawa. L'escadron de chasseurs de nuit du corps des Marines, qui utilisait la version 3N, est entré en action aux premières étapes de la guerre de Corée, effectuant des missions d'interdiction et de chasse de nuit. Et ils ont pu abattre 2 biplans Polikarpov Po-2, ce fut le seul véritable combat auquel cet appareil a participé.
La plupart des F-7F-2N ont été modifiés pour contrôler des drones lors de l'entraînement au combat, et ceux-ci incorporaient une verrière en bulle au-dessus du cockpit arrière pour contrôler le drone. Les versions 2D utilisées pour la transition des pilotes avaient également une verrière arrière coulissante en bulle. L'un des aspects les plus remarquables du Tigre 4 était son impressionnante maniabilité pour un avion bimoteur. Beaucoup de pilotes le considéraient même comme plus agile que les chasseurs monomoteurs de l'époque, ce qui en faisait un adversaire redoutable en combat rapproché. Il se distinguait également par son accélération et sa montée exceptionnelle. Il s'agissait d'un modèle bimoteur à aile médiane. Il avait un poids maximal au décollage de 12 tonnes et une autonomie de 1900 km avec les réservoirs de carburant internes. Sa vitesse maximale était de 740 km/h et il était équipé de 4 canons de 20 mm et de 4 mitrailleuses ainsi que de points d'ancrage pour des roquettes, des bombes et des torpilles. Malgré ses qualités, le F-7F Tiger 4 n'a jamais eu l'occasion de briller dans des combats à grande échelle. Seulement 364 exemplaires ont été produits. Et avec l'arrivée de l'ère des jets, sa période de service a été relativement courte. Même si la grande majorité des structures des avions ont finalement été mises à la casse, plusieurs exemplaires ont été achetés comme surplus par des particuliers. Les Tiger 4 survivants ont été principalement utilisés comme avions de lutte contre les incendies dans les années 60 et 70 et ils ont opéré dans cette fonction jusqu'à leur retrait à la fin des années 80. Peux-tu imaginer regrouper en un lieu l'histoire des aéronefs, leur évolution, des données techniques, du contexte historique et les modèles emblématiques? Aujourd'hui, dans le monde de l'aviation, j'aimerais aller un peu plus loin et t'amener à l'Aéropédia, la grande encyclopédie de l'aviation. Et le meilleur, c'est que le premier fascicule est déjà disponible. J'ai toujours rêvé, depuis tout petit, que je lisais des magazines et des livres aéronautiques, d'avoir ma propre... Et je voulais les partager avec vous. Après des années de recherche et de partage sur l'aviation sur cette chaîne, j'ai décidé de créer un support qui ne soit pas seulement à regarder, mais aussi à lire, à consulter et à collectionner. Cette encyclopédie numérique rassemble aussi bien les avions les plus emblématiques que ceux qui ont joué un rôle clé dans l'histoire, mais qui sont moins connus. Chaque fascicule est conçu pour que vous ayez une information plus complète sur l'histoire et le développement de chaque aéronef. Des détails techniques précis, expliqués de manière simple. Comme je le fais dans les vidéos. Des photos et des graphiques exclusifs, mais aussi ce que nous avons vu dans les vidéos d'Aéropédia. Les 2 premiers chapitres sont déjà disponibles, mais ce n'est que le début. Maintenant, le plus important, comment peut-on l'obtenir? Vous pouvez l'obtenir facilement. Il suffit de cliquer sur le lien dans la description ou le commentaire épinglé. Ceux-ci, les premiers jours, seulement les premiers jours, seront à un prix promotionnel. Ce n'est que la première étape. Pour que la collection grandisse et que l'on parle plus d'avions dans les prochains fascicules, soutenez maintenant et dites-moi en commentaire vos modèles préférés. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec d'autres passionnés d'aviation qui aimeraient avoir ces fascicules. Ensemble, nous allons créer une encyclopédie qui touchera un public croissant. Je vends ces chapitres car ils ne sont pas seulement destinés. Depuis longtemps, à la recherche, à la réalisation et à la collecte de fonds pour voyager dans des musées aéronautiques ou assister à des spectacles aériens à travers le monde. Pour vous les montrer et continuer à produire du contenu de qualité, voire meilleur. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je m'appelle Marcos et voici l'Aéropédie du monde de l'aviation.